AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la parole des victimes, c'est ce dont on va parler avec vos deux invités aujourd'hui, Nadège Bonneton qui est médecin généraliste et Marc Melki qui est photographe et militant. La parole des victimes, évidemment, c'est l'un de vos combats, Muriel. Et oui, c'est l'un de mes combats et on va parler aussi des médecins et en particulier des médecins généralistes qui sont en première ligne du système de protection des enfants. D'une part, c'est inscrit dans leur code de déontologie. D'autre part, comme les instituteurs, ils suivent d'année en année l'évolution des enfants dont ils ont la charge. Ils sont donc à même de reconnaître les signaux faibles qui témoignent des dysfonctionnements auxquels ces enfants peuvent être confrontés. Des dysfonctionnements qui peuvent révéler des situations de violence intrafamiliale et sexuelle. Chaque année, en France, on ne le répétera jamais assez, 160 000 enfants sont victimes de violences. Un enfant meurt tous les 5 jours de violences intrafamiliales. Ce chiffre noir des atteintes faites aux enfants, révélé par la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, s'accompagne d'une constatation terrifiante sur le manque de signalement de ces actes. En dépit d'obligations légales, le fait pour quiconque ayant connaissance de privation, de mauvais traitements, d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur d'en informer des autorités, les témoins directs ou indirects de maltraitance sont rares à les signaler. Or, comme le disent très justement les associations de protection de l'enfance, on ne peut pas demander aux enfants d'avoir la responsabilité de signaler les violences qu'ils subissent. C'est aux adultes de le faire. Dans ces adultes, il y a les personnes de confiance que sont les médecins généralistes, les pédopsychiatres, les psychiatres, les pédiatres, les médecins de santé publique. Or, depuis de nombreuses années, les médecins, et particulièrement quand ils exercent dans le privé, se voient régulièrement poursuivis et condamnés par le Conseil national de l'ordre des médecins. Ces situations dénoncées par le collectif Médecins Stop Violence sont incompréhensibles. Pourquoi une institution reproche-t-elle à ses membres d'apporter une contribution responsable, de rédiger un signalement, de produire un certificat médical ou des courriers à destination des juges aux affaires familiales ou des juges aux enfants ? Pourquoi un médecin ayant seulement cherché à protéger un enfant en danger ou en risque de danger et qui entreprend une démarche aussi complexe de signalement de violence, de maltraitance, risque-t-il d'être condamné par l'ordre à ne plus pouvoir exercer son métier ? Eh bien, la plupart du temps, en vertu de l'article 51 du Code de déontologie médicale, intitulé « Immixtion dans les affaires de famille », le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Autrement dit, dans les cas de violences faites aux enfants, protégeons la famille, les agresseurs, n'écoutons pas les enfants, silencions, étouffons leurs paroles. Et ça marche. Seuls 5% des médecins libéraux signalent les violences faites aux enfants, alors que 63% des enfants décédés de violences étaient suivis par un médecin. C'est parfait, l'omerta est en place. Ces situations, il faut en parler, les expliquer, les dénoncer. C'est l'engagement des deux personnes que je reçois ce matin. Nadège Bonneton, médecin généraliste, et Marc Melki, photographe militant. Et donc, bienvenue à tous les deux. Vous êtes les invités de Muriel Réus sur Sud Radio. Bonjour Nadège. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Nadège Bonneton, vous êtes médecin généraliste, on l'a déjà dit, consultante en gynécologie en centre de santé sexuelle et praticien hospitalier urgentiste. Pendant plus de 15 ans, vous avez choisi de travailler dans le service public auprès des femmes et des enfants. En 2016, après vous êtes formé au repérage et à la prise en charge des violences intrafamiliales et au soutien à la parentalité, vous avez ouvert un cabinet de médecine générale ciblé sur l'accompagnement des victimes de violences. Et cette situation de violence institutionnelle du Conseil de l'ordre, vous l'avez vécue. Vous me racontez ? Oui, avec plaisir. J'ai eu à recevoir dans ce contexte de cabinet de médecine générale une petite fille de 5 ans qui m'avait été adressée par une des formatrices à la prise en charge des victimes de violences. Et cette petite fille de 5 ans avait déjà libéré sa parole auprès de l'école, qui avait déjà fait un signalement. Elle avait relaté des violences sexuelles de la part du père. La brigade de mineurs et des mineurs était déjà sur le coup, l'enquête était en cours. Et la mère et la fille faisaient l'objet, suite à une plainte, le père avait une ordonnance de protection pour ne pas s'approcher ni de la mère ni de la fille. Donc cet enfant, je l'ai suivi pendant 2 ans et demi au total. Mais au bout de 6 mois, l'ordonnance de protection s'arrête. Donc au moment du passage à l'audience auprès du JAF,
notamment pour statuer... Du juge aux affaires familiales ? Du juge aux affaires familiales, notamment pour statuer de cette ordonnance de protection, pour la reconduire. J'ai produit un certificat médical, un premier certificat médical, puis un deuxième pour le juge des enfants. Un certificat médical qui décrit vraiment de façon claire, nette, factuelle, l'état de l'enfant, sans jamais prendre parti ni pour un parent ni pour l'autre, mais c'est simplement des constatations cliniques. À l'issue de cette audience auprès du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, le papa a perdu les droits parentaux, il a fait 1 an de prison pour violence envers son épouse. Et puis, à partir du moment où il perd ses droits parentaux, 2 ans plus tard, il porte plainte contre moi auprès du Conseil de l'Ordre. Et j'apprends ça quelques mois plus tard. Et le Conseil de l'Ordre s'associe à la plainte du plaignant. Donc, qu'est-ce qui se passe là pour vous ? Comment vous vivez cette situation ? Alors, j'appelle mon Conseil de l'Ordre quand je reçois la plainte du plaignant, en leur disant quelle est ma démarche et en leur demandant du soutien. Et c'est là que j'apprends qu'en fait, ils vont s'associer à la plainte. Donc, vous dénoncez des violences sur une enfant. Le Conseil de l'Ordre s'associe à la plainte du parent maltraitant, qui d'ailleurs avait perdu ses droits parentaux. Et vous êtes l'accusé. Voilà. Et vous risquez quoi ? Alors, je risque 3 sortes de sanctions. Le blâme, l'avertissement, la suspension d'exercice ou la suspension définitive. Et en plus, ce n'est pas un cas isolé. Vous témoignez aujourd'hui que d'autres médecins, en France, un nombre d'ailleurs assez important, sont dans la même situation que vous. C'est ça, je découvre à l'époque que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Et vraiment, je tombe de mon armoire en considérant l'attitude du Conseil de l'Ordre. Alors, c'est complètement fou, cette situation. Et d'ailleurs, c'est en dépit de l'article 226-14 du Code pénal qui précise que les signalements aux autorités compétentes ne peuvent engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi, ce qui dans votre cas est une condition qui n'existe absolument pas. D'ailleurs, c'est complètement schizophrène. Comment est-ce qu'on peut dénoncer des violences dans ce cas-là ? Pour nos auditeurs, dites-nous comment ça se passe, pour qu'ils comprennent bien. Un processus de signalement, ça se passe comment quand un enfant est victime de violence aujourd'hui et que l'on est médecin généraliste ? Quand on est médecin généraliste ou quand on est médecin pédopsychiatre ou quand on est médecin en centre de protection maternelle infantile, par exemple, le processus est le même, c'est-à-dire qu'il y a 2 sortes de signalements depuis la loi du 5 mars 2007 de la protection de l'enfance. On a d'abord ce qu'on appelle une information préoccupante. C'est-à-dire que c'est pareil qu'un certificat médical, on constate que l'enfant présente des signes de maltraitance clinique, psychologique. À aucun moment on est censé prendre parti et on ne prend pas parti. C'est une constatation clinique comme un certificat qui relate la parole de l'enfant. 2 points, ouvrez les guillemets. Cette information préoccupante, elle part dans une cellule de recueil des informations préoccupantes. Et il y en a une par département depuis 2007. Et c'est à la cellule de recueil des informations préoccupantes de faire le tri de ces informations qui lui arrivent pour voir si c'est une enquête, si c'est simplement la PMI qui va venir voir comment ça se passe, la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc nous, on est juste relais de la parole de l'enfant. Et même ça, vous est reproché ? Oui. Et puis, le deuxième niveau de l'information préoccupante, c'est ce qu'on appelle vulgairement le signalement. Et là, le signalement, c'est quand on peut envoyer directement au procureur, parce qu'on considère que ce que nous livre l'enfant est suffisamment grave et qu'elle est en état de danger imminent, on peut aller directement au procureur, envoyer notre signalement. Alors, est-ce que le Conseil de l'Ordre vous reproche ça, c'est-à-dire de parler directement au procureur plutôt que de passer par des instances représentatives intermédiaires ? Est-ce que c'est là où il devient le plus, agressif vis-à-vis des signalements que vous faites ? Et par ailleurs, quand on est dans le privé, si j'ai bien compris, on est encore plus exposé. Alors, je vais répondre à la dernière phrase. Déjà, on est plus exposé en libéral parce que quand on est en institution, 1, on est protégé par l'institution et 2, on est obligé, on est soumis à cette obligation de signalement. Ce qui n'est pas le cas en libéral. Ce que considère le Conseil de l'Ordre. Donc, on est protégé de facto. Et puis, c'est un signalement qu'on fait en équipe. Donc, c'est plus difficile de cibler un médecin. Oui, c'est plus compliqué. On nous reproche, par exemple, de ne pas suivre parfois la procédure telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire de faire une IP, une information préoccupante, de l'envoyer à la CRIP,
Voilà, effectivement, moi j'avais fait des certificats médicaux parce que le signalement était déjà fait. Donc je n'ai fait que des certificats médicaux. Ouais, vous n'avez fait que votre travail de médecin. Et on nous reproche également de faire des certificats de complaisance. Donc la procédure certificat médical, déjà, voilà, c'est là-dessus on nous attaque aussi. Et puis, parmi mes collègues qui sont attaqués, c'est effectivement le fait d'avoir directement saisi la magistrature, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, et de ne pas avoir suivi forcément d'aller directement au procureur. Mais je rajouterais qu'un de nos derniers, condamnés aujourd'hui, un médecin généraliste, a fait exactement ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire constatation, information préoccupante, la CRIP, et aujourd'hui... Il est sur le banc des accusés. Il est sur le banc des accusés. Alors bonjour Marc, depuis 3 ans, vous réalisez des séries d'images fortes pour donner la parole aux victimes de violences domestiques et sexuelles. Vous avez déjà réalisé 81 portraits de porte-parole, de témoins ou de victimes qui s'expriment ou qui expriment des histoires écrites à la main sur une pancarte et qui témoignent des violences subies. D'ailleurs, Nadège a été photographiée, moi aussi d'ailleurs, hein, j'en fais partie de cette série de portraits. Quel a été le déclic de ce projet photographique qui s'intitule # après les violences? Le déclic, c'est en fait une commande de l'association Droit d'urgence. Au départ, c'est une commande photographique. Et donc, je devais illustrer le travail que fait cette association auprès de femmes qui subissent des violences conjugales. Et donc c'était une commande de portrait ou autre, mais donc j'ai eu l'idée de faire poser des femmes avec un témoignage, justement en parlant de déclic, avec le moment du déclic, ou l'instant où elles ont réussi à sortir du contrôle coercitif et de l'emprise, et sauver leur vie, et peut-être celle aussi de leurs enfants, parce que ça arrive aussi que malheureusement, ça ne soit pas seulement des féminicides, mais ça peut être aussi un massacre total, quoi, parce que c'est vraiment des situations que je décris parfois, qui sont d'une violence totalement extrême et vraiment dingue. Donc j'ai commencé à faire une série de portraits, 4 portraits, avec des femmes qu'on a eu un peu de mal à trouver au début, parce que c'était vraiment évidemment pas facile de trouver des femmes qui voulaient bien poser à visage découvert. Et après, j'avais 2 autres témoignages, on devait faire 6 portraits, et donc après j'ai eu l'idée de faire poser des personnalités pas très connues, mais quand même un peu. Geneviève Garrigos, qui était présidente d'Amnesty International à ce moment-là, qui venait d'être élue dans le 20e, à la mairie de Paris, et Marthe Nagels, une jeune femme politique. Donc elles ont porté ces témoignages, et puis après j'ai continué avec l'aide d'associations, dont pas mal d'associations, voilà. L'association féministe importante, engagée dans les violences, on peut le dire. Voilà, 963. Et puis ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de personnalités qui vous ont rejoint. Sylvie Testu, Nagui, Bruno Solo, Isabelle Rome. Ouais. Enfin, c'est une galerie de portraits très importante de gens engagés qui ont décidé de soutenir cette action. C'est important d'avoir des gens engagés et connus pour soutenir ce type d'action. Ça part d'un constat assez simple. C'est-à-dire que j'exerce mon métier de photographe, je fais un sujet photo, et je me rends compte qu'il y a quand même plus qu'un sujet photo, c'est un problème social et politique. Et comment rester insensible et indifférent à des souffrances qui sont systémiques, qui se répètent. On sait bien que tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint, que des enfants aussi. Donc, comment faire pour passer à autre chose, alors qu'on sait qu'on laisse énormément de femmes et d'enfants dans une détresse absolue et dans des dysfonctionnements qui sont évidemment d'ailleurs, de justice principalement. Dans cette exposition, dans ce travail photographique qui est extrêmement intéressant, il y a aussi des revendications institutionnelles et politiques, une volonté de faire changer les lois. D'ailleurs, vous en portez certaines, vous pouvez nous en donner 2, 3 qui sont importantes, comme la protection immédiate, inconditionnelle et durable pour toutes les femmes et les enfants en danger. Oui. C'est vrai que la première, ce qui paraît totalement en fait assez évident et qui devrait couler de source, c'est d'ailleurs de protéger immédiatement, ce qui se fait en Espagne, protéger immédiatement la femme victime de violence, sans délai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme va porter plainte, malheureusement, plein de femmes ont porté plainte et beaucoup sont disparues, elle est protégée immédiatement, elle et ses enfants.
Mais vous demandez plein de choses. Vous demandez l'interdiction pure et simple du syndrome d'aliénation parentale. Vous demandez une ordonnance de protection spécifique propre aux enfants et indépendante de celle de la mère. Je voudrais dire aussi que cette action photographique, hashtag après les violences, telle qu'elle s'intitule, n'est pas votre premier projet photographique engagé. Déjà en 2014, vous avez fait poser des personnalités de la vie publique en train de dormir dans la rue pour dénoncer le mal-logement des sans-abri. Cette série, vous l'avez intitulée « Et si c'était vous ?» Elle a fait l'objet d'un livre. Ça vient d'où cette envie de soutenir des causes qui sont sociales, très importantes chez vous, Marc? C'est depuis toujours cet engagement? Je dois dire que je dois être peut-être un peu plus sensible, ou je sais pas. En tous les cas, je peux pas rester indifférent à des souffrances que je vois dans la rue et qui sont quand même des scandales politique permanent. C'est-à-dire que il existe il y a des aides, il y a des appels pour avoir un logement, mais on voit bien qu'avec 300 000 sans-abri, quand j'ai commencé cette action en 2012, il y avait 120 000 sans-abri, puis 140 000. Maintenant, d'après la Fondation Abbé Pierre, on est à 310 000 personnes qui vivent à la rue en France. Il suffit de se promener dans Paris, dans la région parisienne. C'est tous les jours des personnes, des fois dans des souffrances et des détresses physiques et psychologiques qui sont proche de l'irréel, quoi. Vraiment des gens en détresse absolue, sans l'aide, faut bien le dire, qui devrait exister. Donc, je me suis dit, je suis pas tout seul, quand même, je suis pas dingue. Est-ce que je suis le seul à souffrir comme ça en voyant? Alors peut-être un peu plus que les autres, mais je suis photographe. C'est mon outil de travail et c'est aussi un outil de communication. Donc, j'ai pensé qu'à un moment ou à un autre, c'est vrai que c'est arrivé il y a une dizaine d'années, il fallait absolument agir et ne pas montrer que j'étais seul à ne pas supporter ces indifférences. Alors, c'est un outil de communication. Vous exposez actuellement au bar le 61 à Paris, aux 3 rues de l'Oise, dans le 9e arrondissement. Ces tirages, on va pouvoir les acheter jusqu'à demain, lundi. Une partie des bénéfices seront reversés à des associations. Vous y serez demain, ce soir? Jusqu'à quand vous serez présent? J'y serai tout à l'heure, on va faire un finissage à partir de 18h. Aujourd'hui dimanche. Voilà, aujourd'hui dimanche. Je resterai là-bas 2-3 heures. S'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas venir, qui n'ont pas pu venir au vernissage. Donc, ça sera le moment de se rattraper. Bon, on y sera tous. En tout cas, Jean-Marie y sera, j'y serai. On se retrouve tous au bar Le 61 à Paris pour voir les portraits de Marc Melki et découvrir l'ensemble des tirages de la série hashtag après les violences. Merci beaucoup. Merci infiniment. Rendez-vous à Paris, là où vous écoutez Sud Radio sur le 99.9 FM. Merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Merci Nadège, merci Marc et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.